Les plus anciennes datent du XVIe siècle. C'est l'un des trésors de la cité interdite. Héritage intact d'une époque où l'empereur avait une obsession: le temps qui passe. Le souverain avait la charge d'établir le calendrier chaque année. Une mission stratégique. Des dates bien choisies induisent de bonnes récoltes. Le peuple mangera donc à sa faim toute l'année. La maîtrise du temps, une priorité pour l'empereur. À l'écart du palais, une ruelle strictement interdite au public, celle-là. L'homme qui marche d'un pas décidé s'appelle Monsieur Guo. Il supervise la restauration de toutes les horloges de la cité. Bonjour, comment ça va? Alors vous en êtes tous, c'est pas trop difficile? Si, le plus dur c'est la restauration des plumes et de la poche d'air. Ah oui, c'est très abîmé. Oui, mais c'est réparable, il faut juste trouver les matières premières. Cette horloge a été fabriquée à Paris, au début du 19e siècle. Parmi les plus belles pièces de la collection, cet éléphant a été conçu à Londres. Une pure merveille. Voyez ici, la trompe de l'éléphant bouge dans 6 directions différentes. Ses yeux bougent aussi, et la queue remue également. Cet éléphant est très vif, on dirait un vrai. Les mécanismes mobiles sont très nombreux sur cette horloge. Vous voyez ici par exemple, un petit dragon apparaît et se retire doucement. Et de ce côté-là, il y a un troupeau d'éléphants qui passe. Tout en haut, admirez ce bouquet de fleurs. Il est vraiment éblouissant. Pour l'empereur, cette nouvelle technologie est une véritable aubaine dans sa quête temporelle. Dans le même temps, il reçoit des astronomes venus d'Europe, des jésuites en mission d'évangélisation. Certains ont travaillé en contact direct avec lui. Moi, je pense que l'horloge est un vecteur et un ambassadeur dans les échanges culturels entre la Chine et l'Occident. Rarement un objet n'a autant passionné les Chinois, et ce depuis très longtemps. Et l'intérêt ne diminue toujours pas. Les horloges que l'on voit ici font toute partie de la collection impériale. C'est un héritage très rare et très précieux. La cité interdite conserve bien d'autres trésors. Certains ont été réalisés ici, par l'empereur en personne. Il faut faire très attention quand on le déroule. Monsieur Jin est le directeur du département calligraphie de la cité interdite. Il nous a réservé une surprise. Ce document a plus de 200 ans. Les gants sont nécessaires pour empêcher toute trace de sueur. On ne doit pas parler trop fort non plus, pour éviter de postillonner et d'envoyer des microbes. Voilà, c'est une calligraphie de l'empereur Tianlong. Il l'a réalisée en 1749. Il avait 38 ans. C'est l'histoire d'un pont près de Pékin. Il s'appelle Maitongchaoti. L'écriture chinoise est verticale.
On lit de haut en bas, puis de droite à gauche, colonne par colonne, comme ça. Écrire est un exercice très délicat car ces lignes sont très longues. Écrire droit sur une telle longueur, c'est très compliqué. Bien sûr, à l'école, on apprend en dessinant des carreaux et on s'en sert comme repère sur le papier. Avec le temps, on progresse. Le talent vient de l'entraînement. En maîtrisant la calligraphie, l'empereur démontrait sa maîtrise de soi et donc sa capacité à diriger le pays. Février 1912, fin de l'histoire pour la Chine impériale. Puyi, le dernier empereur, est contraint d'abdiquer à l'âge de 6 ans. La cité interdite s'appelle depuis le Gugong. C'est un musée national. Mais le soir, après la fermeture, elle reprend ses allures d'autrefois. La cité interdite encore plus mystérieuse.